oui. Oui, mais les services sont présents. Pas de La souci. prof que ça me passionne. Ouais, la prof que ça m'a pas dû me passionner. Ça m'a pas passionné, Rémi. Ouais, je regarde des petits livres comme ça. Énormément de voilà, c'est des échanges. Oui. Et la photographie là. C'est ça quasiment en veut fermer. Bah oui, c'est Ça va? Lequel? Ça va? Monsieur le Président, attends, on va plus attendre que vous. Bonjour à tous. On va commencer parce qu'on nous sommes déjà en retard et on a un programme très dense. Donc, bienvenue à tous. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Julien Huguet. C'est moi qui vais animer. Qui va animer. C'est vous qui êtes les acteurs de cette journée. Moi, je vais être là juste pour être grosso modo le mettre du temps et faire en sorte qu'on s'ennuie pas trop et que sur un sujet qui est important pour vous, puisque aujourd'hui c'est une étape supplémentaire. Vos élus ont décidé de mener un audit avec Pierre Breteau qui est par là. Il est où, Pierre? Il est là. Donc, il viendra commenter la manière dont vous vous êtes appréhendé un petit peu des conclusions qu'il a pu déjà vous donner. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir à la fois vous restituer la façon dont vous, directeur, vous avez pu appréhender les problématiques soulevées par Pierre Breteau. Après, l'idée, c'est aussi de donner la parole aux élus et de voir un peu comment, vous, élus, vous avez pu, là aussi, vous pourrez projeter, dans le plan de territoire, ces conclusions ou ces remarques et derrière ça aussi, cette journée, elle est importante parce que je crois que c'est une première pour vous, c'est de pouvoir, sortir un peu de vos modèles un peu silos. Alors silos dans le sens, c'est un élu, un directeur. Là, on a tous les élus et tous les directeurs et l'idée, c'est de pouvoir un peu voir comment chaque service fonctionne, comment appréhende aussi au regard de bien entendu, tout le fil rouge de ça, c'est l'audit, hein, quand même qui a été, décidé par la nouvelle mandature. Donc je vais laisser, très rapidement je ne vais pas vous réexpliquer comment va s'organiser la journée puisque vous l'avez, hein, on va gagner un peu de temps. Ronan, Cadraon va introduire et poser les bases et puis après on va avoir donc la première séquence avec les 6 premiers directeurs qui viendront nous présenter, sous forme de pitch. Alors là aussi, c'est intéressant parce que vous confrontez à un mode de présentation qui est souvent dédié plutôt au modèle des entreprises privées à un service public et c'est très intéressant. Donc, Ronan? Merci, merci Julien de ton propos introductif et de la présentation de cette journée effectivement qui est importante et je te remercie en même temps d'avoir accepté d'animer cette journée. Donc effectivement, alors c'est pas la première fois, c'est la seconde fois effectivement que nous nous D'accord. réunissons dans cette configuration, réunissant à la fois le CODIR, l'exécutif complet, hein, aussi bien les VP, les conseillers délégués ou les conseillers missionnés. Euh, mais c'est vrai que c'est dans le déroulé, c'est que là par contre c'est une nouveauté, on y reviendra tout à l'heure. Moi je remercie d'abord les services qui se sont fortement impliqués, bien entendu, dans cette journée. Je pense que ça a été un élément important et qui, me semble-t-il, doit pouvoir aussi être assez fédérateur pour à la fois les services, mais aussi les élus.
Il s'agit, en tout cas dans une première séquence, de faire suite, comme ça a été comme Julien l'a dit, à l'audit que nous avions sollicité de la part de KPMG. Il y aura probablement 2 autres réunions de ce type-là dans l'année, parce que ça demande effectivement à avoir un certain suivi, une certaine continuité. Mmh. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les directions, hein, qui vont nous faire partager leurs premières propositions, leurs premières visions par rapport par rapport à cet audit. Le travail, bien évidemment, a été mené, en concertation avec chaque vice-président et cet après-midi, les tables rondes qui se succéderont en seront l'illustration. Pour nous, il y a un enjeu important, un enjeu collectif d'abord, et quand je dis collectif, c'est à la fois, élus et administratif et administration. Hem, c'est l'occasion pour nous de marquer aussi, la vision que nous avons ensemble, à la fois de l'agglomération, de la structure agglomération, mais aussi du territoire. À la différence d'une entreprise où, la création, de valeur est synonyme de profit, le service public, lui, se caractérise davantage par une volonté politique affirmée et permanente de créer des services au public, à nos populations. Et pour ce faire, heu, moi je souhaite effectivement qu'on se remette sur les services et sur les services du quotidien. Satisfaction des usagers, je le disais, à l'instant. On est dans un contexte qui est relativement mouvant, on le voit bien, hein, j'évoquerai pas la crise sanitaire, la crise économique et sociale qui s'est ajoutée, depuis 2 ans à cette situation. On a une demande de plus en plus accrue de services publics de la part des usagers et on le voit au quotidien. On le voit, on l'a encore vu, récemment à travers des manifestations diverses et variées comme la semaine dernière. Hem, l'argent est rare, nos budgets sont contraints et pour autant nous devons toujours faire non seulement quasiment la même chose que la même efficience que l'année précédente, mais même faire mieux avec moins. Et c'est tout l'enjeu que nous avons, nous, collectivités, et ici à Saint-Brieuc-Armor Agglomération, encore plus. On se doit aussi d'adapter eh bien, notre offre de services aux besoins des usagers. Et je citerai vraiment un seul exemple hein, qui aujourd'hui, moi, me touche particulièrement, c'est le SIAS, parce que nous sommes au cœur, pour le coup, des vraies problématiques du quotidien envers à la fois, et c'est symbolique, les usagers, certes, mais également, les agents. Et on est vraiment je dirais, à votre oui, je sais pas qui a éternué. C'est Sabine? D'accord. Faut mettre des chaussettes la nuit. Hem, non, c'est pour détendre. Donc je parlais du SIAS, on est vraiment au cœur de la problématique. Comment concilier un service public, un service au public et une qualité de travail pour nos agents et je crois que là aussi, on aura sans doute à apporter un certain nombre de réponses. Alors, depuis le début du mandat, c'est vrai que nous avons confié au cabinet KPMG un diagnostic de l'efficience de notre service public. Je sais que les directions l'ont regardé, ont amendé, et cetera et c'était tout l'objet effectivement du regard extérieur que pouvait apporter Pierre Breteau et son équipe et d'avoir le retour de ces services. Ça mérite d'être discuté, d'être débattu et c'est tout l'enjeu aussi de cette journée. Aujourd'hui, pour moi et pour, je dirais l'ensemble, de l'exécutif, en tout cas, vice-président et président, c'est aussi, pour la mandature qui va s'achever, qui va s'achever en 2026, c'est privilégier les compétences du quotidien. Quand je parle des compétences du quotidien, c'est par exemple le logement, c'est ce sont pardon, les mobilités, c'est l'eau et l'assainissement. C'est, aussi bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, l'action sociale, les déchets. Donc on est vraiment au cœur de ce que nos usagers, nos concitoyens regardent et sur les sujets sur lesquels ils sont le plus attentifs. Donc il nous faudra être, au plus près de ces préoccupations, au plus près pour les résoudre, pour aussi expliquer pourquoi parfois on ne peut pas tout résoudre, mais expliquer aussi pourquoi, eh bien, le service public a un coût et qu'à un moment donné, bah, effectivement, tout n'est pas gratuit. Les déchets, Rémi, c'est pas gratuit de les ramasser, de les recycler, de les valoriser, et cetera.
Donc effectivement, l'eau, l'assainissement, j'en parle pas non plus, sauf que le doyen dit toujours que l'eau paye l'eau. Je suis pas toujours, où est-il le doyen? Ah, il fait semblant de ramasser ses affaires. C'est pas fini, Gérard, il y a encore toute l'après-midi et donc il nous faudra collectivement, ensemble, prioriser des choix. C'est pas, le président ou la direction générale qui feront les choix, c'est collectivement, ensemble, que nous ferons ces choix. Alors ces choix, bien évidemment, seront débattus et on le voit souvent, on a l'occasion entre nous, d'en débattre. On est sur une gouvernance partagée, mais on sait aussi débattre entre nous. Donc ce que je vous propose, c'est que dans cette année qui vient, eh bien, cette séance d'aujourd'hui, plus les 2 séances que je vous annonçais, eh bien, que nous soyons capables de redéfinir ensemble ce que c'est que le service public de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Bien évidemment, tout cela en concertation avec l'ensemble de nos 32 communes. C'est pour ça que le rôle de la conférence des maires est particulièrement important. Et j'ai parlé de l'audit, je vais laisser la parole à Eliane, Ouais. qui a suivi et qui était, déléguée et missionnée pour cette tâche de suivre cet audit, de venir à mes côtés. Et je la remercie. Vous pouvez applaudir. Hein. Et Eliane est de Pordic, monsieur le maire. Bon, c'est parce qu'on a des échanges parfois où il me parle de Pordic. Eliane, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et bonjour à tous. L'efficience de l'action communautaire. Excusez-moi. Pourquoi évaluer l'efficience de notre action? C'était trouver des marges de manœuvre pour mener les actions du projet de territoire, notamment être acteur des transitions auxquelles nous sommes confrontés. C'est viser aussi la performance et l'efficience du service public, adapter nos politiques et nos outils à l'évolution des besoins et des technologies. En d'autres termes, faire autrement et mieux dans un cadre budgétaire contraint. Remettre en question l'existant, les façons de faire historiques. Cet audit doit nous permettre de questionner nos partenariats et nos relations avec nos satellites, nos compétences, nos modes de gestion jusqu'à nos actions. Il s'agit de réinterroger la pertinence des actions menées sur la base d'une vision d'ensemble et non plus de réduire nos arbitrages aux actions et dépenses nouvelles par rapport à l'année précédente. Cette mission d'évaluation a été confiée au cabinet KPMG, chargé de produire, en lien avec les services, un rapport critique et documenté sur notre fonctionnement dans un délai très court. KPMG a ainsi identifié des zones d'enjeu, première piste d'optimisation qu'il nous revient d'explorer pour améliorer la performance de nos activités et dégager des marges de manœuvre. Rappel du calendrier. En amont de ce séminaire, l'administration et les élus ont travaillé de concert pour proposer de lancer des chantiers d'efficience s'appuyant sur les pistes identifiées par le cabinet KPMG. Nous allons au cours de cette journée échanger pour chacune de nos politiques publiques sur les programmes d'action envisagés dans le cadre de cette démarche d'efficience. Les principaux enjeux identifiés, c'est redéfinir nos politiques publiques, aussi renforcer la gouvernance des satellites et redéfinir le périmètre de nos interventions. Troisièmement, c'est aussi renforcer le pilotage des ressources internes de la collectivité et optimiser la stratégie financière. Ces 4 leviers se retrouvent dans le travail de KPMG, comme dans les réflexions conduites par les équipes en continu. Avant d'aborder par politique publique le programme d'action que nous donnons, voici les grands principes qui devront traverser nos débats de la journée. Premièrement, le premier enjeu, c'est redéfinir nos politiques publiques. C'est d'abord cibler, c'est-à-dire clarifier nos objectifs et centrer nos actions vers nos publics cibles, ne pas s'éparpiller. C'est aussi prioriser, c'est-à-dire hiérarchiser les priorités du mandat et réallouer nos moyens en faveur de ces politiques. Mais aussi renoncer, car cibler et prioriser suppose de renoncer à certains projets
ou partenariats pour dégager des marges de manœuvre. Pour KPMG, le travail est à mener en priorité sur le développement économique, l'insertion, l'habitat, le tourisme, la transition écologique, la politique culturelle. Plus largement, l'audit pointe le besoin de définir une politique de subventionnement permettant de garantir l'effet de levier de nos aides tout en clarifiant les règles d'attribution de nos soutiens attribués. Le deuxième, c'est renforcer la gouvernance des satellites et redéfinir le périmètre de nos interventions, c'est-à-dire clarifier la distribution des compétences entre l'agglomération, ses satellites et les communes. En effet, les compétences exercées aujourd'hui par l'agglomération sont le fruit d'une construction historique portée par les 4 anciens EPCI qui la composent. 5 ans après la fusion, l'harmonisation n'est toujours pas aboutie et la bonne échelle d'intervention peut parfois encore être interrogée. Un exemple, l'entretien des sentiers de randonnée. Qui s'en occupe? Les communes, l'agglomération, la Fédération française de randonnée? On ne sait plus très bien. Harmoniser les modes de gestion et l'exercice de nos compétences sur le territoire. Tous les modes de gestion existent à l'agglomération. Direct par le service SBA, direct par les services de la commune, gestion déléguée aux associations, gestion déléguée à des entreprises, etc. Concentrer et rassembler nos moyens sur nos compétences prioritaires, car l'éparpillement est source de perte d'efficience. Une zone d'enjeu pour KPMG, c'est la distribution des compétences entre SBAA et ses satellites, avec des risques de doublons d'instruction sur certains dispositifs, d'actions redondantes ou de manque de visibilité. Le troisième levier, c'est renforcer le pilotage des ressources. Mesurer le troisième levier d'efficience, c'est celui de notre organisation et de nos modes de travail dans un environnement territorial en constante évolution. Mesurer l'activité annuelle et l'impact de nos actions, intégrer une culture de gestion dans nos pratiques. Pour ce faire, il faut digitaliser, car de nombreux process internes sont encore traités manuellement, l'automatisation de tâches simples, le développement des démarches en ligne et la montée en compétence de nos agents sur les outils numériques permettraient de dégager du temps pour le service public tout en facilitant la circulation de l'information et limitant le risque d'erreur. C'est également un enjeu pour accroître l'autonomie et la qualité de travail de nos agents. Enfin, spécialiser, car KPMG a fait le constat d'un éparpillement de la fonction finance au sein des directions opérationnelles, s'appuyant sur de nombreux référents polyvalents qui mènent de nombreuses autres missions en parallèle. Pour KPMG, il faut structurer des pôles d'expertise administrative et financière pour spécialiser ces missions et gagner en performance. Et le quatrième levier, dernier levier, c'est diversifier. En synthèse, l'audit nous invite à diversifier nos ressources. Par exemple, des financements européens, développement des activités privées et à forte valeur ajoutée au sein de nos équipements sportifs, la fiscalité économique. Et mieux contrôler la perception des ressources financières, par exemple les taxes de séjour. Le travail réalisé a mis en lumière des enjeux et des pistes d'efficience. Notre rôle ce jour est désormais de les analyser, de nous les approprier et de les mettre en perspective avec nos orientations politiques. Bon débat. Et je tiens à remercier la participation de Anna Bensa qui m'a aidée pour ce petit speech. Merci beaucoup. Merci Eliane. Vous en êtes plutôt pas trop mal sorti. Je vais inviter, on va directement lancer les pitchs, les feuilles de route des directeurs. Donc, je vais demander à Nolwenn Philippot, Elvin Thueux, François Bussine et Céline Dirda, Frédéric Béraud, Michael Godin et Jean-François Quéré de me rejoindre. Et on va commencer par Nolwenn Philippot, parce que dans l'ordre, vous serez la première à essuyer les plâtres de ce format pitch. Je vous rappelle juste les règles parce qu'on a un temps assez défini, assez serré.
parce que vous êtes beaucoup. Vous avez grosso modo 5 minutes pour nous présenter voilà, les quelques idées. Vous allez venir près de moi, hein, parce que vous n'allez pas rester caché dans votre coin. Venez. Non, non, venez là, venez, mettez-vous juste là, il y a pas de souci et voilà, donc moi, je vais vous mettre du temps, je vous dirai, à un moment si ça déborde et voilà, l'idée, c'est que vous puissiez présenter, sous format pitch, pour vous rappeler donc nos 6 intervenants, enfin, ils sont 7 puisqu'il y en a deux pour une des thématiques vont intervenir au fur et à mesure, on va enchaîner. Derrière, Pierre Breteau viendra un peu, mesurer, au regard de ses conclusions et de son audit, comment déjà les services ont pu l'appréhender. Puis après, on passera plutôt à la vision politique des élus au regard de ce qui a été dit sur cette première thématique. Alors là, on est sur comme vous allez le voir, on est plutôt sur les comment? Attendez, je vais juste prendre ça, excusez-moi, bougez pas. On est plutôt sur les services du quotidien, le SIAS, la famille, l'environnement, l'habitat, les mobilités. Voilà, donc il y a tout un enjeu de cet ordre-là. Juste pour rappel, l'ensemble de la journée est filmé. Donc vos pitchs vont être filmés. Je pense qu'ils seront utilisés ou pas en interne. Je ne sais pas quels seront les. Je préfère- On m'a dit. Moi, je passe les consignes, hein, donc Mais alors après, je ne sais pas, les réseaux sociaux, tout ça, vous verrez, hein, vous serez peut-être demain une star de la- Enfin, en tout cas, je vous laisse et soyez très à l'aise. Et- Merci. D'accord. Allez, mais je vais vous faire le temps, ne vous inquiétez pas. Oui, Vous mais vous, bon. vous souciez pas de ça. Je vous dirai, je vous ferai signe quand il y a. Si vous m'entendez taper du pied sur le sol, c'est que vous êtes en retard. D'accord. Bonjour à tous. Alors, le CIS aujourd'hui, c'est c'est 400 000 heures d'intervention à domicile. Mais c'est surtout 30 à 40 000 heures d'accompagnement qui ne peuvent pas être effectuées et 44 places de services de soins infirmiers à domicile qui sont gelées sur les 234 places autorisées. Alors, ces interventions ne peuvent pas se faire faute de personnel, puisque nous avons actuellement 28 postes d'aide à domicile à pourvoir et nous avons également 10 postes d'aide-soignants vacants. Et sans ces postes, nous ne pouvons pas prendre de nouveaux bénéficiaires et nous ne pouvons pas non plus augmenter les accompagnements lorsque les besoins de nos usagers évoluent. Alors, depuis 2018, nous nous sommes attachés à garantir une qualité de service aux usagers. Nous avons, par exemple, mis en place des visites à domicile systématiques avant toute prise en charge. Nous avons créé des protocoles d'intervention. Nous avons mis en place une sectorisation. Alors, l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait un turnover trop important d'agents au domicile et c'est aussi de limiter les déplacements de nos agents. Nous avons bien sûr mis en place des formations, des groupes d'analyse de pratique et nous avons développé un travail partenarial nécessaire pour coordonner et adapter les prises en charge. Alors, développer une qualité de service, c'est effectivement indispensable, mais si nous n'avons pas le personnel nécessaire pour mettre en place ces interventions, il nous manque le maillon essentiel. Valoriser les métiers de l'action sanitaire et sociale, c'est une orientation du projet de territoire et elle trouve tout son sens dans la situation que connaît actuellement le CIS. Nous recevons peu de candidatures et lorsque nous réussissons à recruter, les personnes ne restent pas longtemps en poste. Un autre chiffre clé, 250 contrats ont été réalisés cette année par le service ressources humaines. Et ça, c'est les 250 contrats hors contrats saisonniers. Ce manque de personnel a des conséquences directes sur les collègues en place qui doivent pallier les absences et il a un coût important. Dans son audit, KPMG a bien relevé qu'avec 85% des dépenses, l'enjeu pour le CIS est de maîtriser la masse salariale, ce qui passe par le recrutement et la fidélisation des aides à domicile et des aides-soignants. Le recrutement de personnes en nombre suffisant doit en effet permettre de satisfaire les demandes des usagers, ça c'est une évidence, mais également de maîtriser les plannings des agents en évitant de les surcharger. Ça nous permettra de limiter la fatigue et de fait les arrêts de travail et la charge budgétaire qui en découle. Fidéliser permettra de limiter les coûts induits par le turnover, qui a des répercussions sur toute la chaîne, du recrutement au traitement administratif, à l'accompagnement du nouveau professionnel dans sa prise de poste, la planification et bien sûr
et surtout le tutorat par ses pairs. Puisque chez nous, chaque nouvel agent a une semaine de binôme avec un collègue. Mais ça veut dire que chaque contractuel qui s'en va représente à minima une semaine de salaire perdu. Le recrutement et la fidélisation sont donc des enjeux en termes de services à rendre à l'usager et sont également source d'efficience. Alors tout l'enjeu est là, comment recruter et comment fidéliser? Les contraintes liées à notre secteur d'activité sont réelles. Le travail du soir, le travail du week-end, les astreintes, la concurrence avec les autres services du secteur du domicile et avec les EHPAD est également très importante. Alors tout ce que je peux vous dire là, peut paraître assez négatif, mais à contrario, ça signifie aussi que le CIAS aujourd'hui est créateur d'emplois sur le territoire et qu'il s'agit d'emplois de proximité. Et le manque de candidats doit nous amener à nous poser des questions. Qu'est-ce qui peut attirer aujourd'hui les demandeurs d'emploi au CIAS? Qu'est-ce qui peut les fidéliser? Qu'attendent les personnes aujourd'hui de leur travail et de quoi ont-ils besoin? On se pose ces questions aujourd'hui pour les métiers qualifiés, pour les cadres, pour les médecins. Mais ce sont les mêmes problématiques pour nos métiers qui sont en forte tension. Alors, pour recruter et fidéliser, nous devons apprendre à nous vendre, c'est-à-dire mettre en avant nos atouts actuels en travaillant sur la marque employeur, définir ce qui nous manque pour attirer et pour faire la différence parmi d'autres employeurs, en tirer les conséquences pour mettre en place les conditions de travail et les conditions salariales adaptées. Alors, nous avons déjà des pistes d'action. Les principales, revoir l'organisation du travail pour réduire les amplitudes horaires. Il s'agit de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Travailler sur les déplacements des agents et notamment la question des véhicules de service pour le SAD, puisqu'aujourd'hui, les agents utilisent leurs véhicules personnels. La question salariale est également cruciale. L'optimisation des outils techniques et notamment informatiques sera également un axe de travail. Alors, cette démarche sera réalisée avec les collègues, certains d'entre vous, avec les partenaires et également et surtout avec nos financeurs, le conseil départemental et l'ARS. 2022 est l'année de renégociation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui a été conclu avec le département. Et tous les éléments liés à l'attractivité et à la fidélisation prendront une part importante dans notre discussion sur le prochain CEPOM. C'est un travail qui doit conduire à garantir l'accompagnement des personnes à domicile, qui doit conduire également à améliorer les conditions de travail des agents, tout en limitant le coût de la masse salariale. Merci. Merci. Vous voyez que c'était pas trop difficile, ça va? On verra. C'est intéressant parce que vous avez posé des constats assez intéressants. Evelyne Thueux, on va continuer avec vous. Je crois que vous êtes la créative, je crois. Vous avez choisi de le faire de façon... voilà. Vous voulez que je... Est-ce que vous avez besoin de les ouvrir en même temps? Les deux? Vos deux mains? Ou ça va aller? Je vous donne celui-là autrement. Ouais, ça va être plus simple, je pense. Ouais. Bonjour pour ceux que je n'ai pas croisés là ce matin. Donc, la direction famille proximité, un volet famille, un volet proximité. L'audit n'a pas pointé de redéfinition importante sur la petite enfance, hormis les multi-accueils, mais l'optimisation est en cours. En revanche, la proximité interroge. Mais la proximité, elle est bien inscrite au cœur du projet de territoire, en tenant compte du maillage des services rendus à la population. Alors, je vous donne un petit truc. Vous collez votre micro au bas de votre menton tout le temps. Comme ça, D'accord. il vous suivra tout le temps. La reconnaissance de l'agglomération, de l'équité territoriale et de l'équilibre territorial, du vieillissement de la population et de la structuration de cette proximité. Les enjeux prioritaires. Je mets par terre. 1. Premier enjeu, remettre l'humain au cœur des services publics en garantissant le lien social
et l'intérêt général. Le deuxième, de répondre aux transitions, qu'elles soient digitales, environnementales ou démographiques. Et le troisième, de garantir une cohérence et une équité territoriale en rendant ces services accessibles à tous. Bref, que l'agglomération soit présente sur chaque partie de son territoire. Pour y répondre, un groupe de travail d'élus a été mis en place depuis 1 an et travaille sur cette question. Un cahier des charges qui a détaillé l'impact financier et RH a été présenté et validé en conférence des maires du 4 novembre dernier. Il reprend et préconise un accueil de qualité pour répondre, informer, orienter et accompagner le ou les publics. Qu'on soit au plus près du domicile de nos usagers, avec des permanences qui sont en place sur des services au quotidien, comme le rappelait le président tout à l'heure, les déchets, l'eau, l'assainissement, l'habitat, l'emploi, etc. D'avoir des locaux adaptés pour accueillir dans les meilleures conditions, avec des changements de lieu si besoin, et d'être un lieu ressource pour les élus et les agents de l'agglomération en organisant des formations et des réunions thématiques sur les grandes politiques de l'agglomération. Donc, l'audit a pointé, excusez-moi, c'est pas, plutôt une efficience organisationnelle pour prendre de la hauteur sur de nouvelles formes et de nouvelles manières de rendre ces services, pour simplifier le parcours des usagers. Suite à la conférence des maires, donc le groupe de travail continue de réfléchir et d'approfondir une autre manière, une nouvelle forme, en proposant du coworking et du télétravail sur ces sites. Donc un travail en partenariat avec la DMRH qui est en train de renouveler donc le télétravail et qui pourrait proposer aux agents une option sur les pôles de proximité. Échéance septembre 2022. Le dispositif ici, Intercollectivité Info, dispositif du département, qui est opérationnel aujourd'hui et mis à jour. On attend donc des dates de formation pour les agents, ça peut être demain. Et enfin, une réflexion, les espaces France Service, un dispositif de l'État pour l'accès aux droits. Donc une réflexion qui est en cours par ce groupe de travail, soit par secteur, soit à l'échelle intercommunale. L'échéance là est courte, puisque le dépôt de dossier de candidature doit être en avril-mai 2022 pour une labellisation en juillet 2022. Toutes ces propositions seront présentées de manière approfondie en conférence des maires en avril 2022. Parallèlement, il y a d'autres réflexions au niveau proximité. Il y a donc le projet de création d'un centre d'exploitation technique Sud-Gouello, l'élaboration du schéma numérique et notamment la médiation numérique pour réduire cette fracture avec la population et le soutien aussi à la mise en œuvre de la TOMI, puisque la proximité, les pôles vont ouvrir les portes aux enquêteurs pour qu'ils aient un lieu de pause, de réunion et de formation quand ils sont sur les secteurs. Donc l'objectif, que ce soit aujourd'hui ma présentation sur les pôles de proximité, mais ce peut être sur d'autres lieux ou d'autres sites au sein de l'agglomération, si ça répond à des besoins de services de proximité, c'est d'offrir un toit aux usagers, bien sûr, aux élus, aux agents et aux partenaires. Et j'ai choisi pour conclure ma démonstration, de vous citer de prendre une citation d'un sculpteur et plasticien d'avant-garde qui est Nicolas Scheffer. Plus son environnement est sculpté, plus son efficience augmente et plus il est logique d'envisager que tout ce qui est bâti et construit par l'homme doit être sculpté. Je rajouterai la femme, moi. Merci de votre attention. Merci. Alors, vous n'avez pas voulu nous dire ce qu'il y avait sur celui-là. Vous n'avez pas voulu nous dire ce qu'il y avait sur celui-là.
peut-être le. Bien sûr, un partenariat On va continuer. Vous m'aidez juste à le. Je vais demander à François Buzine et Céline Diarda. Vous êtes à deux? C'est pour vous? Ouais. François. Je sais pas. On peut allumer l'autre là-bas? Ouais. Tenez. Merci. Voilà. Alors, vous n'avez pas 10 minutes parce que vous êtes deux. Hein. Bien d'accord? Ça va aller? On va se débrouiller. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, donc, en ce qui concerne la direction de l'eau et de l'assainissement, une nouvelle organisation qui se met en place depuis un peu moins d'un an et qui monte progressivement en puissance et qui prend tout son sens en lien avec la mixité des gestions qui s'expriment sur le territoire et qui est une volonté forte de vous, les élus, qui avez choisi en 2018 la répartition des modes de gestion entre les délégataires et notre régie communautaire. Donc, mixité des modes de gestion qui implique du coup une notion d'efficience et d'évaluation de la performance qu'on va mettre en place progressivement entre nos différents opérateurs, notre régie comme les délégataires. L'objectif étant bien évidemment de challenger notre régie avec ses délégataires. Pour ce faire, il y a tout un travail qui est en cours entre François et moi dans nos entités respectives, travail relationnel transversal pour pouvoir organiser cette évaluation et ce travail commun. L'objectif, comment on le met en place, c'est bien évidemment par le biais de la passation de nouveaux contrats de délégation de services publics qui rentreront en vigueur au 1er janvier 2023. Et puis le parallélisme, c'est de travailler un contrat d'objectifs dans le même temps imparti avec notre régie. Dans cette mixité de gestion, vous avez souhaité avoir une régie forte. Les élus l'ont voulu. Donc, on s'organise et on s'inscrit dans le temps. Dès le milieu de l'année dernière et avec une mise en œuvre depuis le début de l'année, on a organisé la régie en vue d'une efficacité opérationnelle. Chacun a bien une feuille de mission qui est identifiée au sein de la régie et des services, en lien avec ce que vous disiez et la volonté de se rapprocher des usagers, des citoyens, de la collectivité. On a un projet de service aux abonnés qu'on va lancer avec une ambition de moderniser notre relation à l'usager tout en restant très humain et proche des abonnés et des usagers de service. Et puis, une chose très importante aujourd'hui, la régie est formée aujourd'hui sous une forme de SPIC, service public industriel et commercial. Donc, on a un volet humain très important à mettre en œuvre dans les 2 années à venir sur la partie de gestion privée, puisqu'on a des agents privés et des agents publics aujourd'hui au sein de la régie. Donc, on doit continuer de construire cette nouvelle entité privée d'un point de vue ressources humaines. Les enjeux vis-à-vis de notre territoire d'un point de vue des investissements, c'est de pouvoir mettre en cohérence nos investissements avec à la fois le respect de nos exigences réglementaires en lien avec la qualité des milieux naturels et des enjeux littoraux pour lesquels nous œuvrons d'un point de vue des travaux qui sont mis en œuvre. Et vous le savez, ces derniers mois ont montré des évolutions imparties avec les blocages d'urbanisme en lien avec la conformité des systèmes d'assainissement. Donc ça, c'est un enjeu fort dans la mesure où, lorsqu'on a mis en place les évolutions tarifaires, cet enjeu-là, en 2018, n'était pas apparu aussi prégnant. Le deuxième enjeu également, c'est cette notion de gestion patrimoniale avec la connaissance de nos réseaux. Plus de 2000 km de réseau sur nos 32 communes qui cheminent et font écouler les différents fluides, l'eau ou les eaux usées. Donc, il y a cette notion de connaissance patrimoniale et puis d'investissement. On investit aujourd'hui entre 0,5% selon les communes ou 1,3%. C'est assez variable selon la masse des travaux. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on investit au bon endroit ? Donc, par rapport à ces enjeux-là, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans notre PPI actuel, les demandes et les besoins de travaux des communes sont largement supérieurs aux enveloppes financières qui sont disponibles. Donc, c'est bien dans ce cadre-là que KPMG a rappelé cette notion de ciblage de nos investissements, à la fois en eau, en assainissement, et de prioriser, je pense, dans les futures années, le besoin de priorisation au regard de ces enjeux donc environnementaux et puis gestion patrimoniale.
Enjeux environnementaux, enjeux réglementaires, certains investissements sont dictés par ces enjeux-là. Un point très, très court, mais sur la station d'épuration, on ne va pas rappeler tout ce qui est déjà fait aujourd'hui à l'échelle des différents systèmes d'assainissement, l'eau potable, mais il faut avoir en tête, par exemple, que dans les années à venir, il y aura de nouveaux investissements qui seront nécessaires sur la station d'épuration. Nous sommes en train de travailler au renouvellement de l'autorisation de rejet de la station d'épuration du Légué, avec des enjeux que nous connaissons tous, bien identifiés, la qualité de l'eau des masses d'eau, notamment littorales. Ça se passe plutôt bien sur les masses d'eau terrestres, mais on connaît l'enjeu dans la baie de Saint-Brieuc, la conchiliculture, la pêche à pied, la partie littorale, la baignade et bien évidemment la problématique des algues vertes. Donc il y a des travaux qui sont en train d'aujourd'hui d'être étudiés et préparés pour une future enquête publique et des travaux qui démarreront, on l'espère, en 2025. Donc effectivement, la dernière prospective qu'on a mis en place, ça remonte à 2018 pour préparer le transfert de compétences. Donc ça fait quand même quelques années. L'idée dans les prochains mois, c'est de travailler à la mise à jour de cette prospective pour pouvoir vérifier si le tarif cible qui va s'appliquer donc sur les 32 communes au 1er janvier 2023 est toujours en lien avec la tenue de nos dépenses et de nos recettes, et puis de pouvoir confirmer également la trajectoire financière au-delà de 2023 en lien avec les enjeux cités vis-à-vis des travaux et de la priorisation nécessaire par rapport à nos priorités environnementales. Non, c'est à toi. Oui. Pour alimenter aussi cette prospective, bien évidemment, la lisibilité vis-à-vis de nos différents schémas directeurs de la politique de l'eau qui vont être mis en place dans les prochains mois successivement. Ces schémas ont pour objectif de pouvoir venir confirmer un diagnostic et une visibilité globale sur les 32 communes, de pouvoir injecter et de prioriser du coup les travaux en lien avec notre PPI, et puis également en écho avec d'autres politiques de l'agglo, d'être inscrit vis-à-vis de notre politique d'urbanisme et notamment le PLUI qui se met en ordre de marche pour les prochaines années. Pardon. Pour également alimenter cette notion d'efficience financière sur le budget pluvial notamment, vous avez pris un axe fort l'été dernier qui est vis-à-vis de la politique de gestion intégrée des eaux pluviales, d'infiltrer à la parcelle pour limiter les nouveaux réseaux, pour limiter les nouveaux bassins, contenir notre patrimoine qui est compliqué à appréhender aujourd'hui et à entretenir et à investir. Donc il y a toute une démarche qui se met en place depuis le début d'année d'un point de vue pédagogique, formation, sensibilisation, technique pour animer cette pédagogie, et puis bien évidemment éco-réglementaire, encore une fois, avec le PLUI. Aussi j'y vais. Poursuivre l'investissement remarquable de la collectivité depuis plus de 20 ans sur toute la partie amont, le grand cycle de l'eau. Rappelons dès aujourd'hui que depuis 20 ans, le taux de nitrate qui rentre dans la baie de Saint-Brieuc a diminué de 50 à 25 mg par litre. Ça veut dire que le travail paye, pas encore suffisamment, on le sait tous. Mais il faut poursuivre donc les actions d'investissement long terme, le petit pas sur le travail amont au niveau des bassins versants. Je ne rentre pas dans le détail, mais bien évidemment, le but est d'arriver à cette qualité de masse d'eau littorale, le sujet des algues vertes qui nous concerne tous et auquel on travaille. Donc là aussi, investir au bon endroit sur le long terme et puis optimiser les actions curatives en attendant que ce travail de petites graines fleurisse. Et pour conclure, eh bien voilà, vous avez sur cette diapo l'ensemble des axes forts pour lesquels François et moi, et puis tous les agents de la direction de l'eau derrière, s'engagent dans les prochains mois vis-à-vis de l'efficience de notre politique. Il s'agit vraiment de travailler pour le citoyen, pour préserver notre cadre de vie. Je parlais de la baie de Saint-Brieuc, notre environnement, la santé à travers aussi la qualité de l'eau que l'on distribue au niveau du robinet. Tout ça avec une efficacité réclamée par l'ensemble des élus, rappelée à travers l'audit de KPMG et qu'on est en train de mettre en œuvre là, depuis l'année dernière sur la DEA. Merci à tous les deux. Vous allez pouvoir le remettre là. On a un tout petit peu débordé, mais ça va aller. On va appeler Monsieur Béraud, Frédéric, qui va nous parler environnement et salubrité. Là, pareil, même schéma, 5 minutes de présentation sur votre feuille de route. Bien, donc je suis Frédéric Béraud, directeur environnement et salubrité.
On m'a demandé de vous faire un pitch sur les déchets, ou plutôt sur la feuille de route permettant d'améliorer l'efficience du service public. Alors, les déchets en 5 minutes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'abord parce que notre rapport individuel aux déchets l'est aussi. L'ordure, le rebut, je veux qu'on m'en débarrasse à tout prix, mais j'ai du mal à accepter d'en payer le coût. Un exemple qui va parler au président, hein, j'habite Saint-Laurent, ma poubelle jaune n'a pas été collectée ce vendredi matin, c'est l'alerte rouge, le truc gravissime. Bon, même si l'actualité, On n'est pas à Marseille encore, ça va aller. voilà, même si l'actualité nous rappelle qu'effectivement, Ah on si, peut on est à relativiser, Marseille, en fait. voilà, on peut relativiser nos soucis. Vous êtes dur, ils ont repris ce matin le travail quand même. Exactement. Ouais. Alors, avant de parler de déchets, c'est bien, mais de quoi parle-t-on exactement? Alors moi, briochin moyen, je produis 700 kilos de déchets par an. Ça veut dire que pour ma famille de 3, c'est 2 tonnes. 700 kilos par an, c'est 58 kilos par mois. Il se trouve que c'est rigoureusement le poids de mon épouse Delphine. Je produis donc, moi tout seul, l'équivalent du poids de mon épouse en déchets tous les mois. La moitié de mes déchets, je les apporte en déchetterie, donc 30 kilos, 15 kilos de déchets verts. Mes 30 kilos d'ordures ménagères résiduelles, d'emballage, de verre, sont collectés devant ma porte toutes les 2 semaines. La déchetterie alimente une 60aine de filières. Mes emballages sont séparés à Généris, triés avec des technologies de pointe. Mes emballages puis des petites mains qui viennent affinent ce tri pour une vingtaine de flux élémentaires. Mes ordures sont traitées également. Alors, la question, combien me coûte ce service? Combien coûte ces 58 kilos par mois? Mesdames, messieurs, des propositions? Attendez, on dirait Jean-Jacques Bourdin là, qui nous pose une question que personne, qu'un élu ne va pas savoir répondre. Ça me fait peur. Alors, 58 kilos, Ouais. je ne sais pas, 1,5 € le kilo, comme l'essence peut-être, plus, moins. Eh bien, aujourd'hui, ce service, il coûte 11 €. Voilà. Hein, quand on parle de déchets, voilà de quoi on parle. Hein, c'est important, je pense, de mettre les chiffres sur la table. On parle de 58 kilos par mois et pour un coût de 11 €. Alors, l'efficience du service public, selon KPMG, reposait sur 3 points importants. Hein, un service à optimiser en matière d'ordures ménagères résiduaires, en matière de collecte du verre, un travail sur les déchetteries et l'impact Kerval. Alors, vous imaginez qu'en 5 minutes, ça va être un petit peu compliqué de détailler notamment les enjeux, hein, notamment concernant le traitement. Surtout qu'il Bon, vous, ce en- qu'il il faut, vous ce en qu'il reste, faut il avoir, vous en reste plus que deux. Hein. il m'en reste plus que 2. Ouais. Donc, ce qu'il faut évidemment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les décisions concernant, enfin, les principaux leviers concernant le traitement des déchets dépendent plus de ce qui se passe, ce qui se décide à Pékin que de ce qui se décide à Plérin. Les enjeux en termes économiques, hein, local, c'est notamment l'unité de valorisation énergétique de Plan-Guenoal, où le montant des travaux envisagés est de 75 millions d'euros. Et globalement, hein, Saint-Brieuc agglomération, ça représente 50% de Kerval. Voilà. Alors, bon, l'optimisation du service, elle est en cours, hein, depuis le 1er janvier de cette année. Donc, il y a un gain sur les ordures ménagères qui va être constaté. Il y a un gain à venir sur la collecte du verre en point d'apport volontaire. Un travail qui est lancé aussi sur les déchetteries pour mieux contrôler les flux qui arrivent en déchetterie avec un système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, on parle de l'API, pour maîtriser ces coûts de déchetterie. Une vraie marge de manœuvre, et c'est le petit bonus d'aujourd'hui, hein, par rapport à l'audit KPMG, qui n'a pas été mis en évidence dans l'audit KPMG, c'est le prix payé par les entreprises du territoire. Aujourd'hui, les entreprises du territoire payent entre la moitié, un quart de ce qu'elles devraient en matière de déchets. Et donc, effectivement, il y a une marge importante. En résumé, les enjeux donc, pour nous, pour les 3-4 années à venir, hein, c'est bien évidemment l'atome I, hein, l'incitation à la collecte, qui va inciter quand même nos concitoyens à ne sortir leurs poubelles plus qu'une fois par mois. Il faut se rendre compte que jusqu'à le mois dernier, ils pouvaient la sortir toutes les semaines, hein, donc on a quand même un gap, hein, une marge importante.
On va avoir aussi des contraintes en déchetterie qui sont nouvelles. Aujourd'hui, les déchetteries, elles accueillent tout le monde de n'importe quand et quasiment sans limitation. Et tout ça va être contraignant. Également pour les entreprises, puisque la redevance spéciale, hein, vous avez vu que les entreprises ne payent entre la moitié et le quart de ce qu'elles coûtent en matière de déchets. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'elles payent le juste prix, avec également pour elles des contraintes très fortes en déchetterie. Alors effectivement, j'ai commencé par la photo de Marseille, hein, vous l'avez souligné pour l'actualité. Je vais rester sur l'actualité avec l'alerte cyclonique qui est en cours sur l'île de la Réunion. Et pour vous dire que l'impact de ces mesures risque également d'avoir un avis de tempête sur nos services, et qu'effectivement, on compte bien que les élus nous aident à tenir la barre. Voilà. Et peut-être juste pour faire plaisir à Jean-Jacques, qui est fan du chat de Gélux, une petite citation du chat, hein. Contrairement aux chasseurs qui ne sont pas des lapins, les pollueurs, eux, sont des ordures. Merci à vous. Ça fait beaucoup d'humour, c'est agréable. Michael Godin, qui va nous parler d'habitat. Allez, même pareil, 5 minutes. Je vous ferai signe. Bonjour. Donc, l'habitat. L'habitat, je dirais, c'est comme le BIC que vous connaissez tous, le 4 couleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 domaines à la direction Habitat Cadre de Vie: l'habitat, la CTG, les gens du voyage, politique de la ville, CISPD. C'est un outil qui est indispensable, qui est disponible pour les habitants, à leur écoute, fonctionnel et opérationnel, et nous sommes prêts à écrire l'avenir. On est une direction inscrite en plein dans le projet du territoire. On est là pour accompagner les habitants, bien veiller à ce qu'ils vivent bien ensemble, et une direction en contact direct avec la population. Pour vous dire, l'espace Info Habitat, c'est 8000 contacts téléphoniques par an. Les gens du voyage, c'est à peu près 1000 voyageurs. Et la politique de la ville, c'est 9% de la population de Saint-Brieuc-Aglo. Donc notre objectif à la DHCV, c'est de rendre le territoire attractif et agréable à vivre. Donc, au niveau de la DHCV, les enjeux les plus forts, ce sont l'habitat. De simplifier et d'accompagner les ménages dans leurs besoins, de mettre en cohérence les dispositifs d'aide à l'habitat locaux et nationaux. On a un parc de logements vieillissant, aussi bien dans le privé et dans le public, donc il va falloir rénover. Des coûts de la construction, vous le savez, qui sont en augmentation. Il va falloir faire en sorte que les obligations SRU puissent être appliquées, tout en ayant en ligne de mire le zéro artificialisation nette. Donc, vous voyez qu'on a de grands enjeux avec un outil de maîtrise foncière important à mettre en œuvre. Donc, les actions 2022 qui ont été repérées par l'audit et que nous allons mettre en place, c'est d'abord gagner en lisibilité et en efficience. On a commencé dès janvier 2022 à resserrer les aides à l'habitat privé sur nos priorités, qui sont le renouvellement urbain, les ménages modestes, et adapter les logements à la perte d'autonomie, puisque le dispositif national qui est France Rénov', lui, met une orientation forte sur le soutien à la rénovation énergétique. On a revu nos marchés d'accompagnement des ménages pour que leur parcours soit plus simplifié et qu'ils aient moins d'interlocuteurs. Autre action en 2022, ce sera d'adapter notre organisation, notamment l'espace Info Habitat, à plein d'évolutions, comme France Rénov' qui n'a pas fini ses décrets d'application, l'évolution des missions de l'ALEC, de l'ADIL. Au niveau du foncier, il va falloir qu'on renforce notre transversalité avec le service foncier, avec le PFB et avec B2A. En 2023, il faudra qu'on réfléchisse, il faut renforcer ou restituer les aides à la pierre. Autre point, c'est définir des stratégies. La DHCV
a des cadres stratégiques sur l'ensemble de ses compétences. Donc, à chaque fois, il faut évaluer ce qui a été fait pour mieux redéfinir les cadres stratégiques. Nous avons commencé dès décembre 2021 avec le CISPD, puisqu'on a approuvé en décembre, enfin le Conseil d'agglo a approuvé le nouveau plan local CISPD. En 2022, il s'agira d'évaluer la politique de la ville, la CTG et le PLH à mi-parcours. Donc, on en tirera les conclusions pour mieux définir, à partir de 2023, les nouveaux programmes. Nous participons également au volet habitat du PADUI. Autre action, c'est de conforter nos relations avec nos satellites, notamment Terre d'Armor Habitat, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2022. Travailler bien sûr en partenariat avec la LEC. Et Hacienda, c'est le prestataire pour l'entretien des gens du voyage. Donc, comme on a des projets sur les airs, il faudra que notre prestataire évolue dans ses missions en fonction de nos projets. Enfin, il s'agira d'optimiser nos ressources. Comme je vous disais, et que vous le savez très bien, c'est que les coûts de la construction augmentent, le budget est contraint, donc nous faisons des priorités sur nos actions, mais aussi pour les communes et pour nos partenaires comme l'habitat, les bailleurs sociaux, il faut rechercher des financements. L'habitat, c'est 5 millions d'investissements d'aides attribués aux ménages et bailleurs. C'est également 3 millions d'aides à la pierre. Et pour la CTG, par exemple, c'est 250 000 € de crédit de la CAF qui permet d'arroser tous les domaines que couvre la CTG. Donc voilà, donc on est prêt à travailler avec notre outil indispensable qui est la DHCV. Et on va terminer, merci. On va terminer avec Jean-François Quéré sur les mobilités. C'est un peu la boucle, parce que c'est vous qui reliez un peu tous ces services de proximité. Voilà, 5 minutes, pareil. Bonjour à toutes et tous. Alors, les mobilités, parce qu'effectivement, quand l'audit remet sous les feux des projecteurs les fondamentaux du projet de territoire, des politiques publiques de proximité, la transition écologique, l'innovation, déjà, investir le champ de la mobilité, c'est faire preuve d'efficience. Et aujourd'hui, on part effectivement d'une situation où je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait comparer, qu'est-ce qui pourrait être un point commun entre le jeu de télé-réalité Koh-Lanta, vous connaissez tous sans doute, et la mobilité sur notre territoire. Eh bien, imaginez que les candidats incarneraient des modes de déplacement, un candidat voiture, un candidat vélo, un candidat piéton, et bien le candidat voiture serait protégé par son totem d'immunité à chaque fois. Et les chiffres sont là pour l'attester et en parler, parce que je voulais indiquer les chiffres qu'on a actualisés à l'occasion du PDU Nouvelle Mouture en 2019. C'est encore 2/3 des gens qui se déplacent sur le territoire en voiture, tout motif de déplacement confondu. Et la proportion dépasse les 80% quand on est sur un domicile, un trajet domicile-travail. Raisonner sur l'aire urbaine de l'agglomération qui dépasse même le territoire de l'agglomération. Alors, aujourd'hui, pour essayer d'infléchir ce constat, on peut se dire qu'on a peut-être finalement, au-delà de la crise économique et sociale, mais qui l'alimente, dont a parlé le président dans son propos introductif, 3 crises qui marquent ce début de 21e siècle, là, qui doivent servir d'opportunité. La crise climatique, les transports ont, dans tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, forcément un poids important, mais ça rentre dans la conscience collective des gens aujourd'hui. La crise sanitaire, qui aujourd'hui met en lumière, révèle que des villes marchables, c'est des villes qui sont des villes qui attirent. Et la crise énergétique, et on le voit, Frédéric a fait référence au coût de l'essence, mais aujourd'hui on atteint des sommets. Certaines personnes qui ont le choix
de ne plus prendre leur voiture sont forcément réinterrogés par cette situation. La stratégie que la mobilité dans ses grands entrants a réorienté, 2 éléments vous sont indiqués ici. Passer d'une politique de transport à une offre de mobilité. Il est clair que quelqu'un qui se déplace en voiture, aujourd'hui, il est sur une logique d'efficacité de son déplacement. Eh ben, il faut pouvoir, à travers une offre de mobilité, démontrer demain qu'en prenant plusieurs modes de déplacement, en chaînant son mode de déplacement, on sera tout aussi efficace. Sortir d'un fonctionnement en réseau de transport pour des captifs. On sait qu'on a beaucoup de nos usagers qui prennent les transports collectifs sur le territoire qui sont des captifs, mais à quelque chose qui attire des actifs. Et c'est en cela qu'il faut qu'on ait avec nous un checker et une logique de cocktail de mobilité qui fasse que demain, effectivement, les gens, en fonction des contingences qu'ils ont sur leur semaine de travail, puissent se dire, ben moi, aujourd'hui, je ne prends pas ma voiture, mais je prends le vélo. Le vélo, par exemple, aujourd'hui, sur le territoire de l'agglo, prend une dimension tout à fait intéressante et instructive. Vous avez ici un graphe en bas qui montre ce qu'il en est des points de comptage, des fréquentations de vélos sur les points de comptage que nous avons. Et dès lors qu'on fait des aménagements, c'est le cas de ces barres bleues ici, rue de Trégueux, on voit qu'on a de la fréquentation. La Antiglace aussi. Et puis, boulevard Carnot. À une époque, ça aurait été un encéphalogramme plat, cette courbe. Des services pour les vélos sont importants. Et puis, en haut, ici à droite, vous avez le rappel de ce qui est aujourd'hui 230 000 € d'aide à l'acquisition de vélos. Donc, il y a ici un vrai moteur en termes de mobilité à poursuivre. Les actions concrètes en 2022, on va en avoir 3. Tout d'abord, parce qu'effectivement, l'audit parle bien de renforcer la gouvernance ou avec ces satellites. Ben, en la matière, on a un partenaire qui est la SPL Baie d'Armor Transport, avec qui il faut réécrire un contrat de confiance. Et le terme de confiance, il est important, parce qu'à la fois l'agglo va avoir à y inscrire des indicateurs pour ne pas être dans une dérive économique de toujours plus d'offres et toujours plus de transport, mais en même temps, il faut qu'on s'inspire de ce que l'opérateur qui est Baie d'Armor Transport nous fait remonter de logique de terrain, d'exploitation d'une offre de transport. Et puis quand on parle de passer des transports à la mobilité, c'est pourquoi pas l'inscrire dans le nom de la SPL, passer de BAT à BAM, de BAT à BAM. Ça fait un peu penser à Batman, l'histoire ne disant pas avec quoi roule sa Batmobile. Le calendrier, il est indiqué en bas de ce slide. La rédaction du contrat va s'opérer là sur le printemps. L'enjeu étant de pouvoir le valider en bureau et en conseil d'agglomération à l'été et passer sur la mise en œuvre l'année prochaine. Deuxième action concrète, il faut que le contrat qu'on a vu précédemment soit alimenté par une prospective financière. C'est elle qui doit permettre, parce que là, le rapport d'RCF, de Ressources Consultants Finance, en début de votre mandature, l'avait bien montré. En 2026, il y a un effet de ciseau qui se crée sur le budget transport. Donc demain, dans une prospective, mettre en face des dépenses, des recettes, les dépenses d'investissement, on sait que Théo doit continuer de se faire, d'acquisition de bus, BHNS, je vais en parler après, de système, le fonctionnement du réseau. Et là, il y a une vraie problématique d'étudier comment le fonctionnement du réseau doit s'opérer sur les années à venir, toutes les composantes du service mobilité, Domitube, Proxitube, Mobitube, la mobilité en zone rurale, quelle elle doit être justement dans une logique non pas peut-être d'équité du service, d'égalité du service, mais bien d'équité. Les recettes, sur le pan des recettes, vous avez aujourd'hui une recette importante qui est le versement mobilité, qu'il convient de consolider. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir avoir de versement mobilité. La COS, dans ce qu'elle perçoit de versement mobilité,
on a du mal à déterminer quelles sont les trajectoires. Il va bien falloir éventuellement prendre des décisions. Est-ce qu'on doit maintenir le taux de 1,6 alors qu'il pourrait être encore supérieur pour financer le service, alors qu'il y a des vrais enjeux aussi d'attractivité économique pour le territoire. On voit que dans d'autres politiques, avec Frédéric qui le dit, il faut faire payer peut-être un coût majoré aux entreprises sur l'aspect des déchets. Donc il y a de vraies décisions à prendre en la matière. Et les recettes commerciales qui sont quand même 23% du budget du service et qui permettent d'équilibrer pour 23%, la grille tarifaire n'a pas été modifiée depuis 2016. C'est aussi un enjeu en 2022 de pouvoir redimensionner cette grille tarifaire. En termes de planning de travail, là aussi, vous indiquez qu'on est déjà dans un travail conjoint entre services et qui va à un moment mettre le vice-président finance, la vice-présidente déplacement à discuter de ces choses-là, présenter des premières pistes en bureau. Et puis, sur le volet solidaire, parce que cette tarification, on voit bien qu'il y a des attentes aussi du fait de la crise sociale sur le volet solidaire, et bien, il faudra qu'on le concerte avec l'ensemble des CCAS des communes. Et enfin, je termine avec une troisième action concrète qui, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins pour décider d'une politique de transition du parc de bus vers une motorisation écologique. Un appel à projet hydrogène a été engagé. Quelle issue va-t-on lui donner avec tout le volet financier associé à ça, et qui doit se faire se poser la question, mais c'est tout un écosystème économique peut-être que cet appel à projet va mettre en évidence que l'agglo doit créer, qui le finance, le budget transport, le budget économique, quel choix de motorisation pour les bus BHNS. C'est toute une dimension réflexive qui est en cours. Et en l'occurrence, si on veut pouvoir avoir ces bus au moment où Théo sera opérationnel et fini, on vous met en lumière ici que la décision elle est à prendre pour septembre, dans une complexité d'informations à obtenir. On va aller aussi voir les bus hydrogène à Pau. On avait une réunion hier avec le syndicat départemental d'énergie sur le GNV. C'est un complexe, c'est un contexte compliqué, mais il va falloir en sortir effectivement une décision. Merci de votre attention. Merci. Vous avez explosé les compteurs là. Mais c'était pas inintéressant. Donc ça va, vous êtes excusé. Pierre Breteau va venir voilà, donner un peu de perspective à ce qu'il a pu entendre, parce que je crois qu'il a pris beaucoup de notes, il nous a dit tout à l'heure. Et il va essayer de rebondir. Après, on fera venir les élus concernés par ces services de proximité pour un peu donner un peu de perspective et puis ça va, c'est léger. Bon, j'avais dit 10 minutes, mais ce sera plus que 5, Pierre. Hein, donc mais je pense que ça devrait être bon. Bien, je vous fais confiance. D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à regarder comment vous allez vous approprier notre travail finalement. Et je trouve que c'est assez rare, ce genre d'occasion pour être souligné. C'est pour un cabinet qui normalement ne fait que passer, extrêmement agréable. Peut-être avant de rebondir sur ce que vous avez dit, je voudrais rebondir sur vos propos introductifs. L'exercice est ultra complexe en fait. Il est ultra complexe puisque vous devez résoudre une équation qui, a priori, est insoluble. Cette équation, le président l'a énoncée. J'avais écrit un article dans la Gazette des Communes il y a très longtemps sur ce sujet. Et l'équation, c'est faire plus avec moins. Et donc, c'est une équation à deux inconnus. Et les mathématiciens savent que c'est compliqué à régler. Elle est d'autant plus compliquée à régler qu'effectivement, le résultat de l'action ne se mesure pas, il se mesure par l'impact social. Et que donc, ça ne se résume pas à de l'économie. Alors, je sais que de temps en temps, l'audit KPMG, on a dit « Ah, ils exagèrent, c'est trop facile, les écarts entre la norme. » Mais bien sûr, parce qu'on est aussi là pour télescoper et poser des questions. Mais croyez-moi que j'ai parfaitement conscience en fait, que les questions posées sont difficiles à régler. Je voulais quand même le dire. Parce que, voilà. Alors, la table ronde qu'on vient d'avoir, elle a permis de poser. J'ai évidemment pas arraché la bonne feuille. Donc, ça, c'est un coup je vais avoir un coup de panique là.
c'est quand même dommage d'avoir pris des notes, d'avoir fait un plan en cours de route Ouais. et de perdre, de pas avoir pris la bonne feuille. J'irais jusqu'à dire que ça manque d'efficacité, là. Ouais, il y a un petit Ouais, manque ouais. d'efficacité, mais c'est parce que c'est la première table ronde, ça ira mieux après. C'est bon. Ça a commencé par la même feuille, mot du président. Voilà. Je voudrais essayer de mettre en perspective et puis terminer peut-être pour faire pour faire le pont avec la table ronde. Vous avez posé une série de questions et qui ouvrent des portes à des réponses. La première question, c'est l'efficience, c'est pas du pilotage de coûts. Oui, c'est un cabinet, c'est un associé d'un cabinet dont le principal métier est le chiffre qui vous dit ça. Je ne sais pas si vous mesurez dans quelle souplesse d'esprit je suis ce matin. Ce n'est pas qu'une question de coût. C'est une question de bonne utilisation des ressources dont on dispose pour fournir le service. Et dans les enjeux d'efficience, il y en a un qui a été cité, la première table ronde, qui est en fait l'impact, la mobilisation des ressources humaines au service de la qualité du service public. Si je le regarde comme un comptable, la question du SIAS, et on a eu ces échanges, la question du SIAS, techniquement, comptablement, financièrement, c'est la question du taux d'emploi. Plus j'utilise les gens, pardon de le dire comme ça, mais je le fais exprès, moins j'ai de déficit dans ce service. Sauf que la réponse, effectivement, passe par la bonne mobilisation des ressources humaines. Et donc, parfois, l'efficience passe par de l'investissement financier, de l'investissement humain, mais sans jamais perdre de vue. Que derrière, il faut résoudre l'équation insoluble. Le risque dans ce type de sujet d'efficience, c'est de dire, il faut que j'investisse sur les hommes et les femmes qui mettent en œuvre les services publics, il faut que j'investisse sur les moyens techniques, il faut que j'investisse sans jamais mesurer le résultat et en perdant le résultat de vue. Et alors à ce moment-là, vous n'aurez pas de l'efficience, vous aurez de la désefficience. Ou je ne sais pas comment, de la déséconomie d'échelle, vous appellerez ça comme vous voulez. Dit autrement, c'est le deuxième enjeu, c'est qu'à partir du moment où on va mettre des moyens sur ces enjeux-là, il faut les piloter. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue pourquoi on va, par exemple, je prends cet exemple, par exemple, proposer peut-être de doter les personnels qui font de l'accompagnement à domicile de véhicules de service. Et que donc, il faut qu'on en mesure ensuite si ça produit de l'impact en termes d'attractivité, bien sûr, mais aussi en termes d'impact économique. Ça fera le lien avec cet après-midi, en fait. Oui. On arrive sur ces questions-là. Je balaye les Ouais, ouais. enjeux. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu des modes de gestion au sens large. La solution, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais ce métier, même presque. J'ai pour habitude de dire aux élus, il n'y a pas de bon mode de gestion. Il n'y a pas de bon mode de gestion. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Voilà. J'ai vu des régies plus ou moins bien managées, pilotées, gérées. Ça, j'en ai vu. J'en ai vu des super performantes et j'en ai vu des pas performantes du tout. J'ai vu des délégations de services publics à la fois bien contractualisées, mais surtout bien pilotées et contrôlées. Et j'en ai vu des pas pilotés et des pas contrôlés, et ça a donné ce que ça a donné, constitution de marge considérable. Par contre, j'ai vu aussi des bons équilibres, et là j'en suis à combien de minutes là? Il va en rester 30 secondes. Non, c'est vrai? Ouais. Donc, il y a aussi la notion de, finalement, la mixité des modes de gestion. Ça, c'est une vraie réponse systémique à des problèmes. Aujourd'hui, elle a été illustrée sur l'eau et l'assainissement. Mais on pourrait en parler sur les transports, sans doute. On pourrait se poser la question. On peut se poser la question sur le maintien à domicile. On peut se poser la question sur toute une série de sujets. Comment j'ai une mixité de modes de gestion? Pas une mixité dogmatique, une mixité qui permet en fait d'atteindre l'équilibre, le bon équilibre. La clarification des compétences. Cette question, elle a été posée par l'habitat, on y reviendra cet après-midi. La question de votre périmètre d'intervention. Où est-ce que l'agglo a de la valeur ajoutée? La question de la diversification de vos modes de financement, ça a été voté en bonus. Je suis vraiment confiant, on ne l'a pas vu. C'est lamentable. J'ai honte. Je vais engueuler les équipes en rentrant ce soir. La diversification des modes de financement. Et puis, il y a une question clé pour une agglo, et là, je fais le pont, qui est la question de
la proximité. C'est quoi une agglo pour l'usager, en fait? Une agglo qui est coincée entre les services de l'État, un département et des communes. Et en plus, c'est quoi la proximité, au fond? Est-ce que la proximité, comme ça a été évoqué dans la table ronde, et avec ce joli dessin, c'est d'être présent dans les territoires? Oui, sans doute, en partie. Est-ce que la proximité, c'est de donner la visibilité à l'usager? Honnêtement, un de vos usagers, là, dans l'agglo. Est-ce que vous pensez honnêtement, franchement, qui c'est qui fait quoi? Est-ce que vous pensez franchement, vos citoyens, à part aller taper sur le maire, parce qu'en général, ça c'était assez facile, j'en sais quelque chose par ailleurs, à part le maire, en fait, est-ce qu'il sait qui fait quoi? Est-ce qu'il comprend qui fait quoi? Et même, est-ce que c'est grave, en fait? Et si, est-ce que c'est si grave de ça qu'il ne sache pas tout à fait qui fait quoi? S'il sait où s'adresser, qu'il a sa réponse. Alors ça, c'est compliqué pour des politiques, parce que le département, il veut exister politiquement. L'agglo, elle veut exister politiquement. La commune, elle veut exister politiquement. Mais au fond, la vraie question, c'est pas est-ce que l'usager, la vraie question n'est-elle pas est-ce que l'usager, il doit aller quelque part où il est sûr que la réponse va être apportée, indépendamment de qui l'apporte. Et c'est comme ça que la question se pose, me semble-t-il. C'est comme ça que la question doit se poser dans les messages que vous adressez, dans la présence territoriale que vous voulez assurer. Et puis, je voudrais vous dire, dans la réponse digitale que vous allez apporter. Moi, comme certains d'entre vous, voilà, je suis plutôt dans la deuxième partie de ma carrière professionnelle, on va dire, voire peut-être le troisième tiers. Mais je suis effrayé. Et, enfin, il faut qu'on comprenne bien que pour toute une partie de la génération qui arrive, la proximité, c'est ça. Et c'est d'abord ça. Ça nous défrise, hein, nous qui sommes parfois un peu vieux. Mais la proximité, c'est ça. Demandez à une jeune famille de 25 ans si elle trouve normal qu'elle ne puisse pas inscrire intégralement ses enfants dans les services scolaires, à la crèche, comme ça. C'est quand même embêtant que les élus locaux, que nous tous, que le service public qui a réussi sa digitalisation, incontestablement, c'est le Trésor public. Bon, remarquez, c'est bien pour les finances de l'État. Et donc, on ne peut pas penser la proximité uniquement comme de la relation directe à l'usager, comme de la présence physique, comme que de la présence digitale, parce que par ailleurs, évidemment, il faut penser à l'inclusion numérique. Et plus on digitalisera, plus on sera efficace dans les services, parce que malgré tout, quand ça fonctionne bien, c'est efficace. Plus on libérera du temps, par contre, pour lutter contre ou favoriser l'inclusion numérique de ceux qui en sont éloignés. Et donc, puisque je devais à la fois faire le pont entre les sujets et préparer l'introduction de la table ronde, une des questions d'efficience, une des réponses à comment faire mieux avec moins ou avec pareil, on va dire. Ça ne peut pas toujours être plus la réponse. Il y a moins de sous quand même, il faut qu'on se le dise. Et donc, la question de comment j'articule ma relation à l'usager, comment parfois je gomme les difficultés institutionnelles, comment j'assure une proximité à l'usager en regardant non plus l'administré, mes compétences, mais en me centrant sur l'usager et en lui apportant la réponse. À la fois, on apporte de l'amélioration de la qualité de service, probablement, quand on trouve la réponse, et c'est à vous qu'il faut la trouver. On apporte de l'amélioration de la qualité de service, on apporte de l'efficience, et peut-être aussi qu'on apporte de la clarification en disant « ça, l'usager, il n'en a plus besoin, donc j'arrête ». Voilà. Première... Parfait. J'ai trop débordé. Ah bah carrément. Ouais. J'espère que j'ai été à peu près clair sur cette première réaction à chaud, parce que, en fait, j'avais préparé des topos que je ne m'en suis pas servi. Merci à vous. Merci. On a déjà pris un peu de retard, mais c'est pas bien grave. On va réussir à rattraper. Je vais demander à Rémi Moulin, Blandine Clessens, Sylvie Guignard, Loïc Raoult, Gérard Legal et Denis Amaillon de me rejoindre. On va donner un peu de perspective politique à tout ça. Venez sur scène, vous allez installez-vous ici. Alors l'idée, elle est en 20-25 minutes de pouvoir vous faire réagir sur ce que vous avez entendu déjà, puisque vous êtes les... Ça va? Bonjour. Ouais. Ça va. Asseyez-vous. Vous êtes les pendants politiques de ce qu'on a pu entendre, Sylvie.
Gérard, comme tu veux. Moi, je vais rester debout. Non, moi, je vais garder la place là, Gérard. Ah oui, Ouais, d'accord. ça va être plus simple si j'ai besoin de m'asseoir. Donc, je vais te laisser aller au bout. Euh, Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce travail collectif et cette présentation réalisée par vos 5 directeurs? On va commencer par vous, mesdames, à ce moment-là, savoir un petit peu, on va faire un petit tour rapidement de table, et puis après, j'ai 2-3 questions à vous poser sur les quelques enjeux qu'on a pu entendre. Ils doivent être allumés, normalement. Ça, Ah, ça, ils sont ça allumés. fonctionne Ah là? oui, c'est bon, Ouais. allez-y, Blandine. Oui, merci, hein. Donc c'est une occasion formidable de croiser toutes les grandes thématiques et toutes les questions qui touchent à nos services au public et de les embrasser finalement d'un seul coup d'œil et de percevoir en fait tous les points communs du point de vue des enjeux, hein, en termes de services publics. Ouais. Donc, effectivement, ça nous amène à réfléchir ensemble. Alors, je ne vais pas vous redemander de chacun de me dire, j'attendais que vous me disiez ça, mais on va pas le faire on va pas le faire 6 fois, autrement on va faire que ça. En termes de, non, Blandine, gardez le micro, gardez le micro. En termes de ce que vous en retenez juste de ces quelques idées, est-ce qu'il y a des choses qui guident qui pourraient guider demain votre réflexion politique, de se dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce qui a été présenté, dans ce que Pierre Breteau aussi a dit, il a parlé, hein, de digitalisation, de proximité, de lier le. Moi, j'avais une question assez simple à vous poser. Voilà, quelle place peut avoir la digitalisation dans toute cette logique-là de proximité? Oui. On voit que c'est un enjeu, mais il faut aussi mesurer la fracture numérique, la fracture Alors, sociale. Donc, voilà. effectivement, là, sur la digitalisation, on a une thématique qui est très importante parce que c'est un gros enjeu, hein, pour l'accès facile au public et donc se rapprocher des citoyens et toucher éventuellement d'ailleurs de nouvelles personnes. Moi, je pense en particulier, on a un gros enjeu sur les services de transport et de mobilité, c'est de toucher davantage les actifs et la digitalisation peut aider à toucher davantage cette partie de la population qui ne va pas forcément, par exemple, vers les transports en commun. Donc tout ce qui peut simplifier l'accès à ces services est à mettre en avant. Mais après, ce que j'entendais aussi, c'est la nécessité d'offrir une information générale, globale, qui soit aussi centralisée sur des points où l'usager peut retrouver toutes les informations. Donc là, on a un enjeu aussi sur la digitalisation, mais aussi sur la relation humaine à l'usager qui est à maintenir, mais dans des lieux très précis qui vont être, et ça a été évoqué, les maisons de service au public, mais aussi l'espace de proximité immédiat pour tout un chacun, c'est la mairie, le CCAS, des endroits où on va pouvoir fournir toutes les informations et en particulier là pour les personnes qui sont un peu loin du numérique et qui vont avoir besoin d'une approche tout à fait directe et sur diverses thématiques pour ne pas multiplier les espaces. Donc, avant tout, la mairie, hein, ça, et pour les transports, par exemple, on a cette réflexion avec le conseiller en mobilité qui est donc mis à disposition par Bédarmor Transport. Ce conseiller en mobilité, actuellement, il va vers les différentes mairies de l'agglomération pour proposer de l'outillage pour les agents et donc leur permettre d'être des relais, des Ouais. vecteurs concernant les mobilités. Et ça me paraît très important. De même, il organise des petites rencontres, des rendez-vous dans les différentes communes, y compris donc en milieu rural, pour présenter les offres de mobilité variées en fonction des territoires. Voilà des pistes. Sylvie, si vous pouvez, pareil, un peu nous
Voilà, sur ce que ça vous a ce qui vous a interpellé sur les compétences qui sont les vôtres, bien entendu, ou ailleurs même, parce qu'il y a des choses qui ont pu vous Bon, je interpeller. crois que le bilan de ce matin, enfin de ce qui vient de se passer, effectivement, on se reconnaît tous. On est tous là pour être le plus efficient possible. Qu'est-ce qu'un service public efficient? Moi, je vais évidemment penser habitat, logement, et je crois que un service efficient, c'est un service qui répond aux attentes, aux besoins de nos concitoyens. Donc, la politique de l'habitat et du logement, elle est essentielle. C'est évidemment le premier facteur d'intégration, et les demandes sont multiples. Nous avons de très nombreux enjeux qui se présentent à nous. Il faut donc un service public qui soit souple, agile, qui puisse très rapidement s'adapter aux évolutions réglementaires, puisque nous sommes soumis à beaucoup de législations, des évolutions de besoins. Donc, nous devons avoir un service agile, réinterroger régulièrement nos priorités, parce que, bien entendu, nous ne pourrons pas tout faire, nous ne pourrons pas compenser tous les manques d'autres partenaires. En tout cas, nous devons venir en renfort, en complémentarité, définir donc nos priorités pour être totalement efficients dans ce que nous faisons. Derrière, évidemment, ce que les ménages attendent, c'est de la lisibilité. On sait bien que tout ce qui concerne l'habitat, le logement, que ce soit en acquisition, en location, en rénovation, les acteurs sont multiples et les gens ne s'y retrouvent pas. Donc, je crois que ce qui est important, c'est d'être lisible, de clarifier l'accueil que nous et le service, l'accompagnement que nous pouvons offrir. Et donc, nous devons travailler, et je pense que c'est assez bien parti. Nous devons devenir l'interlocuteur, la porte d'entrée essentielle pour tout ménage qui a une question sur l'habitat et le logement. Dans cette logique, vous avez plus une idée que c'est l'aglo est actrice de ça ou coordinatrice d'un réseau de partenaires? Ben, les deux, les deux. Mmh. Sauf que nous devons chercher à aller vers l'agglomération. J'ai bien retenu ce que Pierre a dit, je suis tout à fait d'accord. Les gens ne savent pas forcément ce qu'est l'agglomération. Ce qui est important, c'est que l'agglomération aille vers eux et qu'en tout cas, on puisse suffisamment être lisible et connu pour ce qu'on fait bien, parce qu'on n'a pas à rougir de notre politique habitat-logement. Il y a énormément d'actions qui sont entreprises. Simplement, il faut le faire savoir. Il faut s'appuyer également pour plus de proximité sur le réseau, et je rejoins Blandine, le réseau de nos 32 communes. Il faut que nous puissions avoir cette souplesse et cette cohérence sur l'ensemble du territoire. Enfin, derrière, de grands enjeux que sont évidemment le vieillissement de la population. Et donc, nous devons d'être innovants en politique, en termes de politique d'habitat et de logement, et notamment penser à des habitats évolutifs qui permettent de loger d'abord les jeunes, mais pourquoi pas derrière d'enchaîner sur une population vieillissante, prendre le virage de la rénovation, de la réhabilitation. Et là, les enjeux qui s'offrent à nous, c'est aussi une maîtrise de l'outil foncier. Donc, des pistes sont mises en place. En tout cas, contribuer à apaiser les tensions sur les territoires en termes de logement, notamment pour permettre à tout à chacun de se loger efficacement. Merci. Loïc, je vais continuer avec vous. Il est allumé, hein, je pense. Qu'est-ce que ça vous a interpellé? Alors, vous êtes celui qui est peut-être le moins urbain des quatre, en étant le plus loin. Et... Ouais, Non, mais bien, c'est oui, c'est bien possible. le moins Je urbain des suis quatre, et donc avec des maire enjeux. d'une commune rurale et je Ouais. le revendique, donc Ouais. ça ne me pose pas de soucis. Et la problématique, de toute façon, se retrouve, alors pas forcément toujours au même niveau, en fonction de la sociologie de nos communes, qu'elles soient urbaines, littorales ou rurales, mais en tout cas, on fait partie d'un grand territoire et on est capable d'apporter des politiques qui répondent à l'ensemble de nos populations. Donc, une bonne politique publique, l'efficience d'une bonne politique publique, c'est d'abord de répondre aux besoins de nos citoyens, mais surtout sur des objectifs bien définis au départ et surtout bien partagés. Et effectivement,
Pierre l'a rappelé, la qualité d'efficience d'une politique publique, elle passe par un bon pilotage. Mais un bon pilotage à condition d'avoir bien défini ce qu'on veut à la fin et qu'est-ce qu'on attend de cette politique. Et je ne doute pas d'ailleurs que le groupe RPA ait eu un bon pilotage et une bonne efficience dans les politiques qu'il s'était définies, C'était la mais stratégie qui qui n'étaient pas s'était fixée. forcément celles qui étaient attendues de son public. Donc effectivement, à partir de là, il faut vraiment commencer par bien définir ce qu'on attend au final. Donc, je crois que c'est important de le dire. Et après, les outils qui ont été proposés, et je rejoins Pierre également sur la mixité de gestion de nos outils. Nous sommes une collectivité avec multiples services, multiples entrées. Donc, du coup, des compétences en interne bien fortes, bien développées. Et il ne faut pas travailler en silo, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et puis, de pouvoir s'appuyer sur nos richesses et nos forces les uns aux autres. Le CIAS fait partie de cette intercommunalité. Et je remercie le président d'ailleurs d'avoir permis l'ouverture de ces travaux par le CIAS et l'information qu'a pu nous donner Nolwenn sur les problématiques qui se posent à nous. Mais effectivement, c'est pas un service à côté de l'agglomération, c'est un service de l'agglomération. Et on travailler avec les autres services peut nous apporter donc cette efficience, cette capacité à avoir un bon pilotage et puis à poursuivre ce bon service de proximité. La digitalisation, certes, c'est un outil. Elle peut être aussi chez nous mobilisée. Elle doit être aussi mobilisée auprès des résidents, pas des bénéficiaires ou de leur famille. Mais attention, nous sommes dans une phase de transition et aujourd'hui, le public auquel on s'adresse n'est pas encore suffisamment familiarisé à ces outils. Et cette exigence de proximité, elle est aussi facile à tenir auprès de des usagers quand on est en milieu plus rural et plus éloigné qu'à Saint-Brieuc ou à Iffignac, à Ploufragan, où grosso modo l'offre l'accès notamment, et on a parlé des transports tout à l'heure, l'accès est plus, on va dire, quand même un peu plus diversifié et plus simple. Oui, ça fait partie. Voilà, comment on réussit à réaliser l'équilibre? Voilà, est-ce que vos usagers vous en parlent quand on est Quand on est à Plouran, c'est sûr Ouais. que l'usager, il a sa voiture et le choix entre sa voiture et sa voiture. Donc, effectivement, même si, et là, je suis un peu dur, puisque aujourd'hui, ProxyTube permet aujourd'hui quelque chose qu'on n'avait pas il y a encore 3 ans, de pouvoir trouver un autre mode de déplacement. Mais bon, voilà, après, c'est aussi la réalité du terrain et la réalité des coûts, des Donc là, mobilités qu'il y a à mettre par en contre, place. ils ont la solution de mobilité, Ils ont- mais ils ne remettent pas en cause l'accès, leur incapacité à accéder à un service. Non, pas Euh, encore. Il faudra la vraie demande qu'on a aujourd'hui, c'est sur les mobilités douces, par contre. Et Ouais. là aussi, même en milieu rural, on nous le demande de façon très forte. Et encore plus parce que nous accueillons de nouvelles populations Ouais, en plus, issues des fois du monde urbain et qui avaient ces habitudes. Donc, il faut qu'on y travaille. J'aurais juste, parce que le temps passe, et je voudrais dire, effectivement, l'objectif par rapport au CIS, ça a été rappelé, c'est la bonne gestion du bon emploi au bon moment et au bon endroit. Et qu'il soit l'intervenant auprès du bénéficiaire ou l'intervenant à travers l'accompagnement administratif, eh bien, c'est véritablement l'enjeu de notre mandature, parce qu'effectivement, on pourra continuer à y mettre des moyens, mais optimisons. Et aujourd'hui, nous avons vraisemblablement des capacités à optimiser, mais encore, il faut rendre le métier attractif. Et aujourd'hui, visiblement, il ne l'est pas. Alors, on a parlé de la question des mobilités, et notamment du coup des mobilités de nos personnels. Au personnel, ouais. Je l'ai dit encore l'autre jour en conférence des maires, je ne connais pas un métier où on demande aux agents d'une collectivité ou d'une entreprise de devoir prendre leur véhicule toute la journée pour se déplacer, pour aller travailler. Que vous preniez votre véhicule pour aller travailler le matin et le soir pour rentrer, c'est une chose. Mais que tout au long de la journée, vous deviez utiliser votre véhicule, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, et qu'il n'y a que dans ces métiers-là qu'on accepte ce genre de choses. Donc effectivement, il y a des solutions à trouver. Et pour autant, si on reste juste sur le SIAS, vous mesurez bien aussi que même malgré la plus belle des politiques qu'on pourrait mettre en place, ou la plus belle des projections, des optimisations, si la ressource n'est pas là, Madame
c'est Madame Philippot qui a bien marqué que Bah, la si ressource, demain on n'a pas les 25 ou les 28 personnes en plus, malgré tout ce qui aura pu être mis en termes d'optimisation, si on n'a pas les 28, on sera toujours confronté à un mur. c'est vrai, mais Et parce qu'on est aussi en concurrence, du coup, ah ouais, oui, il faut rendre attractifs nos métiers. On est en concurrence avec les autres filières de ces mêmes métiers, mais aussi avec d'autres filières qui sont celles du bâtiment, celles de l'agroalimentaire, parce que nos métiers n'apportent pas valeur cette ajoutée. attractivité Mm. nécessaire. Donc, à nous de les rendre attractifs. Ouais. Denis, on va continuer avec vous, puis on finira le tour tous les. Merci. Oui, Il est allumé. j'ai eu l'occasion, hier soir, je regardais la slide qui nous est proposée avec quel défi pour une relation à l'usager en qualité ou de qualité et en proximité. Et je me suis dit, par rapport moi, au titre du grand cycle de l'eau, la GEMAPI, mais on le retrouve sur des questions d'habitat, sur des questions de CIAS, sur des questions de mobilité, de transport. Et ça revient à la question qu'évoquait M. Bretot tout à l'heure. Je me suis dit, enfin, moi, j'ai identifié 3 défis. D'abord, celui de la connaissance, celui de la formation, et puis celui de l'accessibilité. De la connaissance, je me suis dit, quand j'ai rapidement vu et pris connaissance des éléments qui nous ont été présentés tout à l'heure, je me suis dit, mais si je me mets à la place de l'usager, du citoyen sur notre territoire, la question du qui fait quoi que vous avez posée tout à l'heure, elle apparaît criante. Nous qui sommes des initiés, élus, maires, etc., ça le fait. Enfin, ça le fait, à peu près. Pour l'usager, le citoyen, dans les strates entre la commune, l'agglo, le département, sans parler de la région et de l'État, c'est compliqué. Et sincèrement, le citoyen n'a pas le mode opératoire pour décoder. La question de l'autre défi de la communication et de l'information, trop d'infos tue l'info, pas assez d'infos fait la colère du citoyen dans l'instance de On vous y proximité qu'est la reproché. mairie. Ouais. Nous les avons au téléphone, nous les avons dans nos services d'accueil. C'est compliqué. Je dirais aussi, donc c'est la juste information avec toute la pédagogie nécessaire. Et je sais que les services communication sont là aujourd'hui, bien sûr. C'est compliqué. On a une cible de 150 000 citoyens. Comment on est assez pertinent par rapport à la majorité d'entre eux, sachant que nos concitoyens sont forcément pluriels par définition. Et cette question de pédagogie, selon les âges, bien sûr, selon la proximité, alors on en a parlé au numérique, c'est un enjeu majeur. On a parlé tout à l'heure de mixité de mode de gestion, pour reprendre le terme. C'est la question de la mixité du mode de communication, d'information. C'est un enjeu permanent pour l'ensemble des services. Et puis, la question de l'accessibilité, alors bien sûr physique, parce qu'à un moment donné, c'est le service de l'agglo, tel ou tel service, dans quel bâtiment il est, à quelle adresse, dans quelle zone plus ou moins facile d'accès, que ce soit en transport mobilité commune ou en transport individuel. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. Je pense aux services de l'eau, par exemple, on se dit, bon, les premières fois, savoir qu'ils sont là-bas, à pleine ville, ben, ok, une fois qu'on le sait, on est allé une fois, c'est bien, mais il y a des tas de services qu'on a sur notre territoire, aujourd'hui regroupés au centre-ville comment dirais-je, de Saint-Brieuc, mais encore une fois, c'est pas forcément de la communication accessible Ouais. pour le concitoyen. Et puis, c'est l'accessibilité numérique, le digital. Certes, on a une grande partie de la jeunesse qui s'inscrit dans ce mouvement et tous les autres. Le support papier est encore un support voilà, qui est dans la norme, dans leur norme, mais faut-il qu'ils aient le courage, l'envie d'y aller. On a aussi cette attraction à créer avec eux pour qu'ils puissent rentrer dans notre univers et sans doute nous aussi faire un bout de chemin vers eux. C'est pas simple. Comment dirais-je, le citoyen qui sait où poser sa question et surtout avoir la réponse sans être, permettez-moi le terme un peu trivial, trimballé d'un service à Un l'autre. autre, ouais. Parce que ça, malgré tout, on a tous connu ça aussi dans nos vies à nous, quels que soient les dossiers. On évoquait tout à l'heure les services publics. C'est vrai, aujourd'hui, depuis 20 ans, les impôts, les services publics ont su se rendre digitalisables de manière pédagogique. Et je crois que ça marche. On a sans doute, nous aussi, des points de progrès à faire à ce niveau-là. Mais encore une fois, ce sont des vrais enjeux.
Et c'est surtout pas simple et surtout pas en claquant dans les doigts qu'on sera plus pertinent vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis de l'usager. Rémi, on va poursuivre avec vous. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Voilà, et moi, j'aurais une question sur comment on réalise la cohésion sociale de tout ça? Parce que c'est un enjeu important aussi que tout le monde. On parlait d'accès, on parlait j'ai retenu, hein, il y a quand même des enjeux de fracture numérique, fracture sociale, fracture géographique. Comment on fait pour se projeter dans ces services de proximité pour que la cohésion continue à être de rigueur, en fait? Alors déjà, ce que j'en ai retenu, c'est l'importance des services publics. Bon, force n'était pas de... Ici, je pense que tout le monde est persuadé de l'importance et de la qualité que nous devons avoir dans nos services publics, mais c'est ô combien important pour nos usagers et pour connaître certains qui, malheureusement, ont des difficultés un peu plus que d'autres en fonction je dirais, de leur origine, de leurs moyens financiers. Donc, nous avons besoin, et là, je pense que les communes viennent en complément de l'agglomération du fait de la proximité, pour mettre à disposition, former, informer nos usagers au plus près. Ça me paraît important. Autre point important sur lequel je voudrais faire passer un message, je ne sais pas comment va évoluer Delphine, l'épouse de Frédéric, hein, mais ce qui me paraît important, c'est qu'on ait un message unique entre élus et services de l'agglomération pour faire passer le message que nous aurons décidé donc auprès de l'ensemble des usagers. C'est tout. Est-ce que vous trouvez que c'est de plus en plus dur l'acceptabilité de certaines mesures, notamment là? Oui, Ouais. si je me conforte auprès des déchets, et Frédéric l'a montré tout Oui, à oui, il a l'heure par expliqué, ouais. rapport Ouais. aux artisans, aux entreprises, où aujourd'hui ils payent entre un quart et un tiers du service, que demain il y a une obligation, ce ne sera pas une décision simplement des élus de l'agglomération, on aura une obligation de faire payer le service. Mmh. Enfin, il va falloir multiplier par 2, par 3 le coût d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a nécessité d'avoir un message, d'où l'importance, on le sait tous, de la communication, mais d'avoir un message, et un message unique, compris à la fois par les élus, Oui. par les agents qui servent aussi de relais pour que le message Donc passe. une nécessaire anticipation quand même. Absolument Ouais. Vous indispensable. trouvez que c'est quelque chose qui des fois manque quand même dans le service public? Pourrait, voilà, des choses arrivent, mais on a Je pense qu'il nous faut, mais c'est jamais facile, non, c'est pas une critique, passer c'est juste un constat, hein. il C'est y a pas toujours des messages en permanence à faire passer Mmh. et à répéter Pour rendre moins les abruptes messages. aussi certaines décisions. Tout à fait, Mmh. pour qu'elles soient mieux comprises, Mmh. pour éviter ultérieurement des conflits. Gérard, on va finir par vous parce on va gagner un peu de temps là sur, il est allumé Gérard, hein. Elle Ouais. marche, c'est bon, Ouais, c'est parfait. bon, ouais. Qu'est-ce que vous en avez retenu de tout ça sur, alors, Je ne vais pas vous dire tout ce qui a été dit, non, hein, non, autour non, de la non, table, ça de sert votre point de vue à absolument vous. à rien. Ouais. Mais je m'aperçois quand même que nos Rapprochez mairies... rapprochez un peu le Oui, micro. je m'aperçois quand même que, à travers tout ce que j'entends là, nos mairies ont encore un bel avenir, hein, dans nos communes, hein, qu'elles soient dans les communes, comment je dirais, de l'agglomération proche, enfin Saint-Brieuc, Langueux, enfin bref, tout ça, ou aussi bien aussi dans des coins les plus reculés du territoire, mais qui sont toujours aussi agréables aussi. Et je crois que les gens connaissent tous la mairie. Et quand on a un problème, si on a un manque d'eau, on appelle la mairie. S'il n'y a pas d'électricité, on appelle la Mmh. mairie. Ouais. Si le téléphone est en panne, on appelle la mairie. C'est là qu'on voit l'importance de nos agents d'accueil donc dans les mairies, parce qu'il faut à tout prix que, quelque part, le dispositif ici, c'était quelque chose déjà qui était très, très, très bien fait. Mais je crois qu'il faut encore l'améliorer et informer plus nos agents d'accueil dans les mairies, qu'on puisse répondre et informer aussi tout naturellement les maires et puis tous les employés. Mmh.
Je crois que Blandine veut réagir. Vous vouliez prendre le micro, Blandine? Oui, oui, Ouais. Non, moi je voulais juste réagir un tout petit peu et prolonger ce que disait Rémi tout à l'heure concernant la question des tarifs et de l'acceptabilité aussi de la tarification des services publics. C'est vrai qu'on a des défis assez énormes et incroyables, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'on équilibre notre prospective financière, il faut qu'on investisse dans nos outils, qu'on les modernise, qu'on les fasse avancer vers les transitions et ça a des coûts d'investissement, forts. On doit, travailler les tarifs, les tarifications, pour l'usager et on a des enjeux sur les tarifs, qui sont que, par certains côtés, il va falloir augmenter les choses et puis en même temps, il va falloir, qu'on réfléchisse à la solidarité et bon, dans l'exemple des transports, c'est typique, on est en train de réfléchir à comment, tenir les 2 bouts, quoi. Mmh. Et ça, ce sont des gros enjeux, des gros défis pour nous. Ouais, comment? Allez-y. Et J'aurais une question à vous poser après pour ouais, mais finir. juste par rapport aux tarifs, c'est peut-être aussi dans la perception de nos concitoyens. Aujourd'hui, à partir du moment où on doit payer un service, si le service est rendu par une entreprise privée, eh bien, ils acceptent le tarif qui est fixé par l'entreprise privée. Quand c'est une entreprise, enfin, quand c'est une collectivité, ils ont le sentiment que le service devrait être gratuit ou en tout cas le plus faible possible parce qu'à l'inverse, ils payent aussi des impôts. Et donc, du coup, il faudrait qu'on arrive à faire la décorrélation entre l'impôt qui est payé par le citoyen, mais également le prix réel du service à facturer, qui est souvent, bien sûr, le plus juste possible par rapport au coût de revient. Et donc, effectivement, là, je pense qu'on a tout un travail de pédagogie à réhabiliter le tarif du service rendu auprès de l'administré, auprès du bénéficiaire, par rapport à l'impôt qui est, lui, le fonctionnement global général des collectivités. J'ai une question juste pour finir à vous poser. Là, quand on parle des services du quotidien, hein, parce que là, on est vraiment on discute sur des services du quotidien. Je crois que c'est un des intervenants tout à l'heure qui a dit est-ce qu'ils doivent être équitables ou égal? Ou égaux, pardon, sur le égaux, égal, enfin égaux. Non, Pardon. il est nécessaire qu'il y ait une équité. L'égalité n'est pas un système juste. Ouais. Euh, Non, non, bien mais sûr. politiquement, Oui, ça peut être un oui, choix non, mais hein, voilà. de dire. Et Ouais. dans l'ensemble de nos politiques, on a des leviers pour justement rendre les tarifs équitables et non pas Les inégaux. tarifs ou les services, je Les dirais tarifs ou l'accès aux services, bien services. sûr, l'accès, Voilà, tout on à peut fait. très bien expliquer à quelqu'un qu'il n'a pas moins accès à ça facilement, mais plus accès À à partir du autre moment chose. C'est un ensemble. où le raisonnement est juste, Hmm. il est compris. Alors, Ouais. pas toujours accepté, mais en tout cas, il est compris. D'accord. Sylvie, si vous, sur ce sujet-là, égal ou équitable? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ouais. L'équité, c'est juste. Non, mais Voilà, tout simplement. Mais j'ai rien à ajouter, si ce n'est que je pense on est tous convaincus de ce besoin d'être au plus près des habitants et surtout de simplifier leur quotidien. Parce que rien n'est plus énervant, agaçant que de ne pas avoir le bon interlocuteur, de s'entendre dire qu'il faut aller à droite, à gauche, Ouais. parce que c'est pas la bonne collectivité, etc. Ce qui était dit, c'était que les gens se fichent complètement de savoir qui fait quoi. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse à leurs attentes, à nous de nous adapter, d'aller vers eux, et non pas d'attendre qu'ils viennent nous interroger. Et surtout, je redis un petit peu ce que j'ai dit, mais d'être agile, c'est-à-dire de s'adapter à l'évolution des besoins, à l'évolution des attentes, et donc de réinterroger régulièrement certaines de nos politiques qui le méritent. D'accord. Ok, je vais vous remercier. On va s'arrêter là pour cette première table ronde. Et je pense qu'on fait une petite pause là, un petit quart d'heure. Je vous donne, il est 11h05. Combien? 10 minutes? À 11h15, on revient en salle. Il y a un café, je crois, de proposer. Ouais. Donc dans la salle là-bas. Et on essaye de reprendre dans 10 minutes.